Ouverture à Abuja, au Nigeria, des travaux du 46e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La CEDEAO qui lance à l'occasion son tarif extérieur commun consacrant l'harmonisation des tarifs douaniers des États membres. D'autres sujets de préoccupation dans la sous-région seront également au menu de ce 46e sommet. La chronique santé de ce soir s'intéresse à la gestion des indigents, ces personnes qui, en cours de traitement, arrivent à manquer de moyens financiers et dont la prise en charge implique non seulement l'État, mais aussi les hôpitaux, les mairies et le développement social. Bonsoir, merci de suivre nos programmes et bienvenue au journal. La CEDEAO lance son tarif extérieur commun, consacrant ainsi l'harmonisation des tarifs douaniers des États membres au cours du 46e sommet des chefs d'État et de gouvernement. L'épidémie du virus Ebola, le terrorisme transfrontalier et la situation sociopolitique au Burkina Faso ont également été au centre de ce 46e sommet. Le récit de nos envoyés spéciaux, Alousseni Touré et Adama Kamara. En remettant le document du tarif extérieur commun au chef d'État, le président de la Commission pose ainsi un acte qui consacre l'officialisation de cette disposition communautaire. Ce lancement précède de 15 jours la mise en œuvre effective d'un tarif extérieur unique à l'entrée des frontières des États membres de la CEDEAO. Nous basant sur des études d'évaluation d'impact, aussi bien nationales que régionales, notre communauté vient de réaliser un de ses principaux objectifs d'intégration. Ce tarif extérieur commun assure la promotion des investissements et de l'industrialisation, favorise l'exportation des produits transformés, préserve les recettes douanières et protège nos industries naissantes et notre agriculture contre toute concurrence déloyale des biens importés. C'est le tarif extérieur commun qui consacre la création de l'union douanière. Son intérêt est fondamental, c'est une sorte de couverture tarifaire par rapport au reste du monde. Donc pour nous, c'est un élément majeur, non seulement pour les accords de partenariat économique, mais pour l'ensemble du processus d'intégration. Toujours sur le plan économique, le président Goodluck Ebele Jonathan et le président en exercice John Dramani Mahama se sont félicités de l'aboutissement des différents projets d'infrastructure et surtout de la croissance retrouvée avec un taux moyen de 7,8%. Des résultats qu'ils attribuent à la bonne politique économique de la CEDEAO. Dans le domaine du développement des infrastructures, de nouveaux efforts ont été menés aujourd'hui en vue de la mise en œuvre du programme de postes frontaliers juste à poser et l'harmonisation des politiques d'harmonisation de la charge à l'essieu, l'autoroute multinationale Nigeria-Cameroun, le programme de facilitation dans le cadre du programme transafricain. Le travail est aujourd'hui en cours pour la mise en œuvre du programme de développement du corridor Abidjan-Lagos et également le corridor Transgambie. Au plan politique, les chefs d'État se sont félicités de la présence du président Michel Kafando, chef de la transition du Burkina Faso. Là aussi, le rôle de la CEDEAO a été longuement évoqué à travers la mission des chefs d'État en charge du dossier. La lutte contre le terrorisme avec le défi Boko Haram au Nigeria et des autres menaces dans le reste du Sahel n'a pas été occultée. La menace Ebola, elle en a également été question et la CEDEAO s'est réjouie de la solidarité agissante des pays membres et de leurs partenaires en faveur des pays touchés par l'épidémie. Pour le cas de Mali que j'ai eu à visiter, j'ai vu le travail important qui a été fait par le ministère de la Santé publique et avec l'appui des partenaires donc techniques et financiers du ministère. J'ai vu également à quel niveau l'engagement au plus haut niveau du chef de l'État, du Premier ministre, se sont manifestés au niveau donc des actions qui ont été réalisées au niveau du Mali. À marge du sommet, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a entretenu les Maliens vivant au Nigeria du déroulement du processus des négociations d'Alger. Abdoulaye Diop a rassuré nos compatriotes de la détermination de la partie gouvernementale à ne rien céder qui puisse hypothéquer l'unité de notre nation. Retraçant l'historique des pourparlers inclusifs, le chef de la diplomatie a noté les griefs du gouvernement et des groupes armés sur le document proposé par la médiation. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Les accords d'Alger intéressent naturellement les Maliens, mais ceux de la diaspora se montrent encore plus déterminés à en savoir davantage sur des prétendus bradages de notre pays.
La démarche du ministre Diop face aux Maliens du Nigeria consiste à démentir toutes les supputations et faire valoir la vérité. Et c'était avec un grand plaisir que j'ai rencontré nos compatriotes ici, avec lesquels nous avons échangé longuement sur la situation politique et sécuritaire au niveau du Mali, mais aussi sur le processus de paix en cours en Algérie. Nous avons enregistré auprès de nos frères une grande compréhension du processus, mais aussi des enjeux. Ils ont apprécié que nous puissions partager les informations qui existent dans ce cadre. Et nous avons noté aussi auprès des frères, des sœurs et de nos parents que nous avons rencontrés ici un engagement fort pour la paix, mais aussi un soutien à ce que le gouvernement est en train de faire pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de notre pays. Monsieur le ministre, une réaction par rapport à une information fraîche ce matin que nous avons appris, des groupes qui se sont prononcés positivement par rapport aux négociations. Je n'ai pas spécifiquement eu cette information. Nous savons que depuis quelques jours, beaucoup de nos frères et sœurs des communautés vivant dans le nord du pays indiquent leur volonté d'aller vers la paix, leur volonté de se rapprocher des autorités et surtout de l'offre de paix du président de la République pour aller vers la paix. Nous sommes convaincus que ce n'est pas la voie des radicaux qui prévaudra dans cet exercice et que dans plusieurs parties de notre pays, nous pensons qu'il y a des Maliens qui sont sages, qui aiment leur pays, qui le moment venu feront le bon choix. Ce sont donc des Maliens du Nigeria venus de toutes les grandes villes au nom de leurs communautés respectives qui ont assisté à cette restitution. Des compatriotes très rassurés qui ont vivement remercié le ministre et à travers lui le président de la République et le gouvernement pour cette initiative. Même sujet cette fois-ci à Bamako avec la plateforme de mouvement de résistance du nord du Mali qui était face à la presse samedi pour clarifier sa position par rapport aux négociations en cours. La plateforme dit non au fédéralisme, non à la partition du Mali. Compte rendu de Mamoudou Sidibé. La plateforme des mouvements de résistance du nord du Mali était le samedi dernier face à la presse. Cette plateforme composée de 5 mouvements a réaffirmé sa position face aux revendications séparatistes. Pour la coalition, il n'est pas question de poser un acte qui puisse compromettre l'unité de notre pays. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la justice, c'est la fraternité, c'est la solidarité. Tout le monde vivait chez nous en parfaite symbiose depuis des siècles. Pourquoi nous diviser? La plateforme exige le respect de l'unité nationale, l'intégrité de notre territoire et la laïcité de l'État. Elle œuvre pour un Mali fort et uni. Ce qui nous inquiète dans le processus, c'est surtout des passages que nous considérons comme des insinuations pour dire que le nord du Mali est une entité homogène. Le nord du Mali n'a jamais été une entité homogène. Cependant, la plateforme face à la position de la médiation émet des réserves. Ce qui nous paraît essentiel, c'est d'abord la question des déserteurs de l'armée malienne. Nous avons dit que cette question doit être résolue de façon définitive et dans l'intérêt du projet de reconstitution de l'armée malienne. C'est-à-dire qu'on ne permette pas aux déserteurs qui ont pris les armes et qui les ont utilisées sur le Mali, leur pays d'origine, qui les ont utilisées sur des populations civiles, qu'on ne leur permette pas de revenir dans l'armée. La plateforme, au dire de cet ténor, s'élargit de jour en jour. Elle réclame la justice et se dit farouchement opposée à l'impunité et a demandé aux journalistes la fidélité et l'impartialité dans le récit des événements. La consolidation des relations entre le Mali et certains pays, dont les États-Unis, l'émergence des entreprises privées sont quelques-uns des sujets évoqués ce matin au Conseil économique, social et culturel. C'est à la faveur de 2 audiences accordées par le président de cette institution. Jamil Bitar a rencontré l'ambassadeur du Mali auprès des États-Unis, du Mexique et représentant auprès du FMI et de la Banque mondiale et la présidente du conseil d'administration de l'Association pour la promotion des entreprises privées APEP. Compte rendu des 2 audiences avec Ramata Konaté.
Cette séance de travail est nécessaire et participe de la consolidation des relations entre le Mali et certains pays d'une part et entre Bamako et les institutions internationales d'autre part. Il s'agit pour le nouvel ambassadeur du Mali auprès des États-Unis et du Mexique de recueillir les suggestions du Conseil économique, social et culturel. L'entretien se déroule à la veille du retour du diplomate malien à Washington pour l'exercice de ses nouvelles fonctions. Les pays dans lesquels je suis, les institutions auprès desquelles je suis peuvent être utiles pour la mission du Conseil et il est nécessaire que les prises de position du Conseil, les desiderata du Conseil soient transmises par moi là-bas. C'est ça là le sens des rapports entre le Conseil et l'ambassade. Autre sujet évoqué ce lundi au Conseil économique, social et culturel, l'émergence du secteur privé. Pour les responsables de l'Association pour la promotion des entreprises privées, APEP, c'est tout simplement une prise de contact. C'est un nouveau bureau qui a été élu au niveau de l'Association pour la promotion des entreprises privées, APEP, donc qui est en train de faire le tour pour une prise de contact avec les différents acteurs du développement du secteur privé. Nous voulons redynamiser, relancer les activités avec une nouvelle vision qui contribue à la promotion du secteur privé. A préciser que l'APEP compte une vingtaine d'associations et d'organisations faîtières professionnelles, dont l'APECAM, l'Ordre des ingénieurs conseils et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le comité interministériel s'est réuni cet après-midi à la primature sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. Lors des échanges, le point des activités a été fait sur la lutte et la prévention de la maladie à virus Ebola, tout comme le compte-rendu des différentes missions sur le terrain. À l'issue de la réunion, Boubacar Sissoko a attendu son micro à Ousmane Kone, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Quelques petits problèmes socialement que nous retrouverons certainement au cours de cette édition. On va poursuivre avec la suite de la visite du professeur Sambasso dans la région de Sikasso. Aujourd'hui, nos envoyés spéciaux nous relatent l'étape de Garalo dans le cercle de Bougouni. Précarité et promiscuité sont le lot quotidien des équipes de veille contre Ebola, des équipes qui sont le plus souvent constituées par les autorités locales. Le conseil spécial du président de la République chargé de la lutte contre Ebola s'est imprégné des conditions de travail et des moyens disponibles. Le professeur Sambasso promet d'apporter des réponses d'urgence aux difficultés constatées sur le terrain. Magamfin Konaté. À Garalo, l'embryon de dispositif se résume à ces deux dames munies de thermoflash qu'elles ont du mal à maîtriser. Un point sommaire de lavage des mains. Pour améliorer le dispositif, le sous-préfet exprime les besoins. Il y a un problème de déplacement, un problème de sites pour loger les agents. À une dizaine de kilomètres de Garalo, il y a un site d'orpaillage à Bofara. Ici, 3 agents travaillent sous ce hangar. Leur mission, recenser les mouvements de population et prendre la température des nouveaux arrivants. Le problème, les agents ne maîtrisent pas le thermoflash dont la notice est en anglais. Le professeur Sambasso et son équipe ont dû apprendre aux agents comment se servir du thermoflash et comment tenir un registre. Les autorités locales ont par ailleurs pris la menace à bras-le-corps. Ici, des réunions périodiques sont tenues entre les comités de gestion des SESCOM, le chef du village et les responsables politiques. Je suis assez satisfait de la situation. Pour la simple raison qu'un des points forts, c'est que j'ai trouvé la présence humaine partout où je suis passé et j'ai trouvé un début de réflexe Ebola partout où je suis passé, tant au niveau des équipes socio-sanitaires qu'au niveau des communautés. Après ce tour d'horizon, un constat se pose. La zone de turbulence est certes dépassée, mais la menace d'Ebola reste vivace. Or, partout où l'équipe est passée, le maître mot est manque de moyens. On doit boucler le pays. Quand je dis boucler le pays, ça ne veut pas dire fermer les frontières, mais boucler le pays pour éviter le passage du virus. Aujourd'hui, le réservoir principal de ce virus, c'est l'homme malade.
Donc faire en sorte que nos cordons sanitaires, faire en sorte que nos équipes socio-sanitaires, au plus fin, aux coins les plus reculés, qu'on fasse en sorte que ces coins soient équipés avec un personnel formé et le minimum de matériel pour vraiment faire ce contrôle sanitaire. Une grosse équipe sortira à partir de lundi de plus de 100 personnes pour justement corriger toutes les faiblesses notées au cours de cette mission. Voilà, je vous le disais à l'instant, le comité interministériel s'est réuni cet après-midi à la primature sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. Lors des échanges, le point des activités a été fait sur la lutte et la prévention de la maladie à virus Ebola, tout comme le compte rendu des différentes missions sur le terrain. À l'issue de la réunion, Boubacar Sissoko a donc tendu son micro à Ousmane Koné, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, que nous écoutons. La sortie du coordinateur a permis de vérifier les instructions que nous avions données et d'ajuster aux besoins les mesures opérationnelles à prendre sur le terrain. Nous avons passé en revue toutes ces dispositions. Très prochainement, une mission du coordinateur va sortir pour mettre en place les dispositifs complémentaires qui résultent de ces constats. Le niveau de contrôle est satisfaisant. Nous avons connu un premier foyer qui s'est limité à une fillette qui malheureusement a succombé, qui n'a pas contaminé d'autres personnes. Et à la suite de ça, nous avons connu un malade décédé qui avait eu l'occasion de contaminer d'autres personnes, qui à leur tour avaient contaminé aussi leurs contacts. Et tous ces contacts étaient déjà sous contrôle, sous suivi. Et aujourd'hui, ces contacts sont sortis de leur statut de personnes contaminées. Cette évolution est encore une raison pour être plus vigilant encore. Parce que ce serait une erreur de penser qu'en sortant de cette situation de contamination, que nous sommes en sécurité. Nous ne sommes pas du tout en sécurité tant que la maladie n'est pas éradiquée de l'Afrique. Voilà à présent le contenu de ce communiqué officiel, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali à la date du lundi 15 décembre 2014. Ce jour, lundi 15 décembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et à la fillette de Caille, 5 décès dont 4 liés aux patients guinéens, 0 nouveaux cas confirmés ce jour, 0 suspects ce jour. Le nombre de personnes contacts est de 13. Le nombre de contacts suivis ce jour est de 13. Le nombre de contacts non vus est de 0, soit un taux de suivi de 100%. 2 cas en traitement dans le centre spécialisé de Bamako ont été traités, guéris et libérés respectivement le 28 novembre et le 11 décembre 2014. Malgré la stabilisation de la situation, le gouvernement appelle la population à la vigilance et à signaler tout signe pouvant évoquer cette maladie aux services compétents afin de réunir toutes les conditions favorables à une guérison. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros vers 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77. On parle Ebola toujours en troisième région. La mobilisation ne faiblit pas dans la lutte contre la maladie à Bougouni. Dans le Bani Monotier, une trentaine de tradithérapeutes et d'herboristes se forment à la prévention contre la maladie. C'est une initiative de la Fédération des associations des praticiens de santé et herboristes avec le soutien financier de l'ONG Save the Children International Mali-Guinée. Watem Sikasso, le reportage de Daouda Diakité. Par l'organisation de cette journée d'information et de sensibilisation, la Fédération malienne des associations des praticiens de santé et herboristes entend jouer sa partition dans la bataille contre la maladie à virus Ebola. Nous devons nous doter de toutes les informations en vue de prévenir et de sauvegarder nos vies. L'initiative vise à accompagner les efforts des plus hautes autorités dans la lutte contre cette terrible maladie qui a fait plus de 6 000 morts dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Mali. Toutes choses qui motivent l'accompagnement des partenaires. Les praticiens sont aujourd'hui la couche très proche
de la communauté. Parce que ce sont des gens qui sont en contact direct avec les patients qui viennent les consulter. Donc nous nous sommes dit que renforcer la capacité de ces acteurs permet à Save Children, tout dans son initiative d'accompagnement au gouvernement malien, de réduire de façon significative les risques de contamination, sinon de propagation de cette maladie à virus Ebola. Et le message que nous lançons à l'endroit de tout le monde, c'est le message de conseil, de suivre les conseils et les mesures que les professionnels de la santé prodiguent à l'endroit de toute la population pour que dans une synergie d'action et dans les mesures préventives, nous puissions minimiser ou circonscrire l'évolution de cette maladie. Au cours de cette journée d'orientation, la trentaine de tradipraticiens de santé et herboristes de la 3e région renforcent sa capacité en matière de prévention et du respect des mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Seul gage pour réussir le combat contre la maladie à virus Ebola. Après avoir observé une grève de 48 heures puis de 72 heures, le comité syndical de l'ENSUP est aujourd'hui en grève illimitée. Pour en savoir plus, suivons le reportage de Garibou Pérou. Voilà l'élément de Garibou Pérou qui n'est pas encore bien calé, qu'on va certainement retrouver au cours de cette édition. Qu'on poursuit avec le syndicat national de l'éducation de base, le BN SINEB, qui a décidé de lever son mot d'ordre de grève prévu du 16 au 19 décembre 2014. C'est à l'issue des résultats obtenus entre le SINEB et la commission de conciliation mise en place par le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Nous vous proposons un extrait de la levée du mot d'ordre de grève lu ici par son secrétaire général au micro de Isaac Tienou. L'amphithéâtre, les laboratoires de biologie et de physique, la bibliothèque, c'est l'ENSUP aujourd'hui. Comment, avec cet état de délabrement généralisé très avancé, cette grande école peut-elle basculer dans le système licence, master, doctorat? Si on est un peu, c'est-à-dire que l'ensemble de la cour de l'ENSUP, vous allez vous en rendre compte que vous allez voir que les vitres sont brisées par-ci, par-là, il n'y a même pas de banc idéal pour les étudiants. Donc vraiment, à l'INSIP ici, ça ne va pas. La rénovation de tous les locaux de l'école normale supérieure ENSUP, la tenue d'un conseil d'administration, le paiement immédiat et intégral des frais des heures supplémentaires et sans oublier les frais de secrétariat, de correction des examens et concours sont les différents points de revendication qui sont à l'origine de cette grève illimitée des professeurs de l'ENSUP. Si tous ces points ne sont pas satisfaits, vraiment nous comptons rester dans notre illimité. Et je crois que c'est le seul moyen qui nous est pour le moment donné. C'est ce seul moyen aussi qui permet d'ouvrir, je ne sais pas, un peu les oreilles de nos administrateurs. Nous sommes très très conscients du fait que les locaux ne répondent plus aux besoins. Syndicalement, comme point de revendication, ne peut être satisfait sous 48 heures et même peut-être pas sous un an. Concernant le deuxième point de revendication, la tenue du conseil d'administration, et si tout va bien, ce conseil d'administration se tiendra les 29 et 30 décembre. Pour ce qui concerne le troisième point, le vendredi, moi j'ai déjà signé justement les mandats qui seront envoyés au Trésor. Et déjà, je puis vous dire que moi j'ai bon espoir que dès demain, le mot d'ordre de grève sera levé. Nous allons à l'interne, dans les bureaux du syndical, organiser une réunion pour voir un peu est-ce que ces points-là, est-ce que ces avancées-là tiennent. Créée en juin 1963, l'ENSUP est une structure de formation des pédagogues. Elle compte 1434 étudiants aujourd'hui et 162 professeurs permanents et contractuels. Une grève illimitée des professeurs de l'ENSUP peut causer d'énormes conséquences, surtout qu'elle s'apprête pour le basculement dans les systèmes licence, master, doctorat. Voilà le reportage de Garibou Pérou sur la grève illimitée du comité syndical de l'ENSUP qui est finalement venu. Les chefs coutumiers traditionnels et les leaders féminins de Kidal ont participé à une rencontre visant leur implication dans la gouvernance locale tenue à Gao pour raison d'insécurité. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre de la décentralisation et de la politique de la ville, Ousmane Sy, de démontrer toute l'importance de la chefferie traditionnelle dans le dénouement de la crise que nous avons connue. Daouda Zoumana Traoré.
On se le rappelle, les États généraux de la décentralisation tenus les 21, 22 et 23 octobre 2013 avaient dans ses recommandations la valorisation du rôle des chefs traditionnels et coutumiers dans la conduite des affaires locales. Cette proposition ne peut se concrétiser sans cette rencontre d'échange. L'engagement du gouvernement du Mali se démontre aujourd'hui par ces contacts de proximité qui est pour nous très important. Quant aux populations de la région de Kidal, ici présentes, représentées par les élus et les autorités traditionnelles, elles sont fières d'appartenir à un Mali unique et divers. Les chefs traditionnels ont bien accueilli la décision et trouvent que la solution à cette crise passe nécessairement par là. Le fait de songer aux chefs des fractions, les premiers conseillers, les chefs des villages et les personnes ressources. Parce que ce sont eux qui gèrent tout. La solution est bien trouvée. Au cours des échanges, les participants ont été suffisamment renseignés sur la régionalisation déjà mise en exergue. Il s'agit alors pour vous, au cours de cet atelier, d'échanger sur les enjeux de la régionalisation, mais aussi l'implication des autorités traditionnelles et coutumières dans la gestion locale. Le Mali a besoin de savoir les sentiments des gens, et surtout de vous, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers. Dites-nous comment vous voyez cette affaire. Surtout vous qui avez souffert, parce que vous continuez à souffrir aujourd'hui. La vérité est peut-être là. Comment vous voyez cette crise? On a tort d'ailleurs de dire que c'est la crise de Kidal ou du Nord, c'est la crise du Mali. Chaque fois que Kidal est malade, l'ensemble du Mali est malade. Donc on ne peut pas séparer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette crise? Et quel rôle vous pouvez jouer pour qu'on évite de retomber dans une crise nouvelle? Désormais, plus question de partir sans les chefs traditionnels et coutumiers en ce qui concerne la gouvernance locale. On va reparler de grève dans l'enseignement cette fois-ci avec le syndicat national de l'éducation de base, le BN-SINEB, qui a lui décidé de lever son mot d'ordre de grève prévu du 16 au 19 décembre 2014. C'est à l'issue des résultats obtenus entre le SINEB et la commission de conciliation mise en place par le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Nous vous proposons un extrait de la levée du mot d'ordre de grève lu ici par son secrétaire général au micro de Isaac Tchenou. Déclaration du syndicat national de l'éducation de base, BN-SINEB. Suite au préavis de grève du syndicat national de l'éducation de base, déposé le 1er décembre 2014, une commission de conciliation a été mise en place par le ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Les travaux de cette commission ont eu lieu du jeudi 11 au lundi 15 décembre 2014 dans la salle de conférence Bakary Traoré du ministère de l'Éducation nationale. Au regard de toutes les avancées constatées, le bureau exécutif du syndicat national de l'éducation de base décide à la levée de son mot d'ordre de grève prévu les 16, 17, 18 et 19 décembre 2014. Le bureau exécutif national du BN-SINEB, ses militantes et militants, pour leur mobilisation et leur engagement. Les conciliateurs pour leur disponibilité et félicitent le gouvernement pour les efforts fournis dans la recherche de solutions aux différents points de revendication. Par conséquent, le bureau exécutif du syndicat national de l'éducation de base, SINEB, invite toutes ses militantes et tous ses militants à poursuivre le travail demain mardi 16 décembre 2014 à partir de 7h30. Ouverture ce matin à Agouni, chef-lieu de la commune de Salam, dans le cercle Tombouctou, de la rencontre intercommunautaire de l'Alliance des communautés arabes du Mali, Al-Karama. Les participants sont venus des 4 coins du pays pour définir une ligne de conduite à la réconciliation nationale. Reportage de Yéya Tandina. L'Alliance des communautés arabes du Mali, Al-Karama, a procédé à l'ouverture officielle de sa rencontre intercommunautaire à Agouni, commune de Salam, cercle de Tombouctou. Malgré la mauvaise intention de certains éléments qui s'opposaient à la paix, les acteurs ont pris le dessus. On a pris toutes les dispositions au niveau sécuritaire. De toute façon, cette grande mobilisation vraiment de la population montre que les populations veulent vivre chez eux. Ils veulent rester chez eux. Donc cette grande mobilisation témoigne vraiment de la réussite de notre rencontre. Les populations et ressortissants de la commune ont fait le déplacement pour le seul motif de retrouver l'unité nationale.
Toutes les communautés sont là aujourd'hui. Et ils sont à 30 km de Tombouctou où personne ne pensait qu'on pouvait tenir des réunions. Cette rencontre, c'est clair que les populations vont se déterminer. À un moment, il y avait une société civile qui est créée en 2012, qui tire ça vers sa fin. C'est clair que les populations mettront un organe pour leur servir, une société civile plus forte, pour participer à cette rencontre, à cette paix, à cette réconciliation dont le Mali est en train d'entamer maintenant. 32 chefs de fraction et 5 chefs de village vont à la fin de cette rencontre sortir un document qui atteste l'engagement d'Al-Karama auprès des plus hautes autorités. À Ségou, les responsables de l'ADEMA-PAJ se mobilisent pour élaborer un document relatif à la politique de défense et de sécurité nationale. C'est à la faveur d'une rencontre initiée par le comité exécutif du parti en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert au centre Gabriel Cissé de Ségou. On prépare à ce forum les membres du bureau national, les représentants des régions de Ségou et de Sikasso. Reportage de Fousseni Samake. La paix, la sécurité et la coexistence pacifique sont les préoccupations de chaque Malien en ce moment. C'est pourquoi les responsables de l'ADEMA-PAJ échangent sur l'élaboration d'une politique de défense et de sécurité du Mali d'ici l'horizon 2018. Les représentants des régions de Ségou et de Sikasso, durant 2 jours, se pencheront sur la sécurité intérieure et la protection civile, les rôles et responsabilités des acteurs non institutionnels, les enjeux et perspectives de la politique de défense nationale. Étant entendu que nous avons vécu un drame qui a presque coulé le pays, il s'agit de se donner les moyens pour que cela ne soit plus possible. Donc il nous faudra une nouvelle politique de défense et de sécurité nous permettant d'assurer l'intégrité du territoire et la défense des citoyens de leurs biens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Cette formation vient à point nommé, surtout les thèmes paix, sécurité et coexistence pacifique sont des actions qui aujourd'hui doivent être de mise. Les négociations d'Alger et autres aspects de la sécurité nationale ne resteront pas en marge de la rencontre de Ségou. Il s'agira pour nous, au sortir de ce processus, d'avoir des éléments concrets pour la finalisation de notre projet politique de défense et de sécurité. L'étape de Ségou sera suivie d'autres forats qui devraient permettre d'élaborer un document d'une politique de défense et de sécurité pour l'ADEMA-PAJ dans un Mali futur. Ouverture lundi à Caille de la deuxième session de la Cour d'assises de Caille au titre de l'année 2014. Au cours de cette session, 30 affaires criminelles impliquant 43 accusés seront jugés, parmi lesquels 3 dossiers d'atteinte aux biens publics dont le montant s'élève à plus de 800 millions de francs CFA. De Caille, le reportage de Mahamadi Alioubari. Au cours de cette deuxième session 2014 de la Cour d'assises de Caille, les magistrats vont statuer sur 30 affaires, notamment atteinte aux biens publics, vol qualifié, pédophilie, incendie volontaire, viol et tentative de viol, coups et blessures volontaires entre autres. Mais 3 dossiers d'atteinte aux biens publics retiennent l'attention à cause de leur montant, soit 820 millions de francs CFA. C'est pourquoi le procureur général par intérim près la Cour d'appel de Caille, Ibrahim Konta, dira que chacun doit jouer sa partition afin de lutter contre la corruption et la délinquance financière. Il est inconcevable de laisser entre les mains d'un fonctionnaire dont le salaire mensuel est inférieur à 150 000 francs, la gestion des milliards de francs. C'est ainsi que Confucius, un Chinois, disait « Le fonctionnaire le plus honnête ne pourra pas le rester plus de 3 mois si son salaire ne lui permet pas un bol de riz par jour pour sa famille. » Par rapport à l'année 2013, cette année, les cas de viol et tentatives de viol et infanticide dominent. Les hommes vont à l'aventure et laissent après eux leur épouse, qui souvent malheureusement tombe en état de grossesse. Alors, Monsieur le Président, ces femmes sont des gens vulnérables. Une minute de silence a été observée en la mémoire de Feu El Hadj Moussa Bagayou, procureur général de Caille, décédé en juillet dernier. Nous restons en première région avec la mission de sensibilisation du ministère des Maliens de l'extérieur qui poursuit ses rencontres dans la région. Vendredi dernier, elle était cette mission dans la commune de Sero Diamounou pour visiter le périmètre maraîcher des femmes et les forages du village de Troum et Maïna. Ces ouvrages sont réalisés grâce au dynamisme de l'intercommunalité des communes de Djombougou et de Sero Diamounou. Envoyés spéciaux Bouakar Sissoko et Aliou Touré.
L'arrivée de la mission de sensibilisation du ministère des Maliens de l'extérieur a coïncidé à Serou Djamanou avec l'inauguration des forages et périmètres maraîchers. Ces réalisations sont du ressort de la dynamique de l'intercommunalité, ce qui participe aux efforts de développement à la base. C'est plutôt l'engagement de la population, la motivation des femmes, et surtout un souci de construire ce pays-là, d'apporter notre pierre à la construction de ce pays-là. Ici, c'est pour le périmètre maraîcher, c'est autour de 2 millions, mais pour le puits, c'est entre 5 et 8 millions. Au jour d'aujourd'hui, nous avons commencé d'abord par les barrages. Nous avons fait des barrages, des micro-barrages à Siro, dans la commune de Serjamanou, et à Djinkoulou, dans la commune de Segala, dont ils font des maraîchages aujourd'hui. La priorité principale aujourd'hui, c'est l'eau potable, dont la CDS intervient régulièrement. Ces efforts des partenaires sont à soutenir. Ils participent du coup à la réduction de la migration clandestine dans les zones de départ massifs. Ce que ces femmes-là font avec si peu de moyens, c'est extraordinaire. Et je pense qu'avec un appui considérable, l'aménagement de cette mare, nous pouvons assister à une réduction considérable de l'immigration clandestine. Il y a énormément de dynamique dans la zone de la part des femmes qui souhaiteraient avoir des motopompes et du coup développer beaucoup d'activités liées à l'exploitation de jardins maraîchers. Le constat qui s'impose aujourd'hui est que les populations sont de plus en plus conscientes que le développement passe par l'amélioration des conditions de l'agriculture et de l'élevage. Pour cela, elles souhaitent l'aménagement des bas-fonds, des mares pour une meilleure productivité. C'est par l'étape de Kokofata, à une soixantaine de kilomètres de Kita, que le président de l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali a bouclé hier après-midi sa visite de terrain. Une mission de 8 jours qui a permis à Bakary Togala et à sa délégation de sensibiliser les responsables des coopératives de producteurs de coton des régions de Sikasso, Koulikoro et d'Ekaï sur l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires OHADA. Envoyé spécial Abdraman Maïga. Bénéfique, cette mission l'a été pour les membres de l'Union nationale des sociétés et coopératives de producteurs de coton, dans la mesure où elle lui a permis d'expliquer de long en large le nouvel acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires OHADA. Cette convention signée par le Mali en 2010 regroupe 17 pays africains. Avec cette harmonisation, les producteurs de coton des pays membres de l'OHADA seront désormais régis par une même convention. Une loi qui va engendrer plusieurs réformes dans l'administration et le fonctionnement des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali. Les gens ne comprennent pas, il n'y aura pas un seul langage. Sinon, je pense que le rôle même de l'APECAM, ou bien le rôle même de l'Union nationale, c'est de sensibiliser les coopératives. Et le rôle de l'APECAM doit mettre tous les coopératives aujourd'hui dans l'acte OHADA. Pas seulement les coopératives du coton, l'ensemble des coopératives sur le Mali. C'est pour sensibiliser les paysans sur l'importance de la réforme OHADA pour le devenir du secteur coton que la présente mission de 8 jours a été initiée. Il s'agissait à travers elle de faire comprendre aux producteurs de coton les tenants et les aboutissants de cette nouvelle loi et ses bouleversements. Pour avoir un développement, d'être une vraie société coopérative multifonctionnelle, il faut travailler avec l'OHADA. Ce que je veux et ce que je souhaite, que les cultivateurs se donnent la main pour la meilleure réussite du secteur, de la région et de la nation. L'acte uniforme de la loi, aujourd'hui, je l'apprécie, c'est tout à fait normal. Avec cette adhésion massive des paysans, les mésententes entre les cotonculteurs ne seront désormais qu'un triste souvenir. Pour preuve, de Kadiolo en passant par Kouchala dans la région de Sikasso, Markakungo dans la région de Koulikoro ou encore Kokofata dans la région de Kaï, les producteurs se disent désormais prêts à accompagner l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton à réussir sa mission. En troisième région, la gestion des frontières entre le Mali et ses voisins est une priorité pour les autorités en charge de l'administration de l'intérieur et de la sécurité. Le document portant sur la politique nationale des frontières était jeudi au centre d'une concertation régionale entre les acteurs impliqués. Objectif, procéder à la relecture du dit document en vue de l'adapter aux réalités du moment. Ortem Sikasso, le reportage de Daouda Diakité. La présente rencontre initiée par la Direction nationale de l'intérieur et de la sécurité en partenariat avec la coopération allemande à travers le pacte GIZ ouvre ainsi
3 jours d'échanges et de débats autour de la relecture du document portant sur la politique nationale de gestion des frontières en cours depuis déjà 14 ans. Nous avons connu l'approfondissement de la décentralisation. Les collectivités sont appelées à jouer un rôle primordial dans la coopération transfrontalière. Donc c'est des objectifs que nous nous sommes fixés pour que chaque acteur puisse savoir le rôle qui lui est dévolu et le rôle qu'il doit jouer au niveau de la politique nationale des frontières et surtout au niveau de la coopération transfrontalière. La rencontre de Sikasso, qui marque ainsi le démarrage d'une série de concertations similaires dans les autres capitales régionales, est focalisée sur, entre autres thématiques, la coopération administrative et sécuritaire, la délimitation et la démarcation des frontières. Adapter la politique du gouvernement, non seulement un environnement marqué par les mutations socio-économiques, mais aussi un besoin de renforcement du cadre institutionnel et une dynamique de solidarité régionale. À l'issue des réflexions, les acteurs impliqués, administration, élus communaux des zones frontalières et partenaires devront parvenir à des propositions plus adaptées, favorisant la gestion des questions de frontières au niveau sous-régional. La belle histoire des traditionnelles nuits ORTM, couronnée par l'élection de la plus belle fille du Mali, a connu son épilogue cet après-midi à la cantine de l'ORTM avec la remise des cadeaux aux élus de bourses d'études, des boissons, des produits alimentaires et bien évidemment des chèques lauréates étaient au menu de ce rendez-vous de l'édition 2014 des nuits ORTM. Étaient présents à cette cérémonie les partenaires, les sponsors et autres mécènes de la manifestation et du comité syndical de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, initiateur des nuits ORTM de sa création à nos jours. À titre de rappel, la plus belle fille du Mali pendant un an est Mariam dite Maria Traoré. Sa première dauphine est Mariam Soumbounou et la deuxième dauphine est Mbarka Walet Abdoulaye. Les nuits ORTM, c'était des moments inoubliables, nous signale, nous rappelle Modibo Soirée qui a donc suivi cette cérémonie à la cantine de l'ORTM cet après-midi. Voilà, la première édition du festival Mali-Inde s'est achevée ce week-end à Bamako pendant 3 jours. Les artistes maliens et indiens ont fusionné leurs talents à travers une exposition à la galerie Médina et un concert à l'Institut français de Bamako. L'événement s'inscrit dans le cadre des festivités au Mali d'un projet dénommé India Africa. Modibo Soirée que nous retrouvons. C'est à la médiathèque de Médina Koura, en plein cœur de Bamako, que ce premier festival Mali-Inde a officiellement démarré en présence de l'épouse de l'ambassadeur de la République de l'Inde au Mali. Événement inédit, cette manifestation initiée à travers le projet India Africa vise à engager les parties prenantes en Inde et en Afrique autour de plusieurs activités socio-culturelles. On partage une histoire millénaire. Le Mali est un vieux pays et l'Inde est un vieux pays. Et je pense qu'il est important qu'on se rapproche. C'est la coopération sud-sud. Je dis ce que l'Inde fait en matière de cinéma, c'est magnifique. Je pense que si le Mali, on s'approche de l'Inde, ça peut être des sources d'inspiration. La première journée du festival a été marquée par une exposition d'art visuel suivie d'une dégustation gastronomique pour magnifier l'art culinaire indien et malien. Ici, on y retrouve un peu de tout, des objets artisanaux et autres mets ainsi que des boissons locales des deux pays que le public présent a pu savourer. Il y en a de tout, il y en a des tableaux d'art qui étaient dédiés carrément à ce projet, comme par exemple, on avait vu tout à l'heure un artiste malien qui a fait carrément une divinité hindoue, Ganesha, et on a après des exposants qui ont venu amener des choses typiquement africaines et d'autres qui sont venus amener des choses typiquement indiennes, fusionnées dans une seule salle pour éblouir les yeux de tous les Maliens. Après la Médina, les organisateurs avaient donné rendez-vous au public le samedi soir à l'Institut français du Mali pour une soirée artistique et culturelle entre Maliens et Indiens à travers une comédie musicale autour du groupe Émergence Academy. L'un des moments forts de ces spectacles comiques était bien évidemment la fusion entre danseurs indiens et maliens. Un moment mis à profit par la présidente du festival et non moins héroïne de la soirée à retrouver ses premiers amours, la danse. On a essayé de
montrer un petit peu de chaque point du pays. Il y a au moins 7 chorégraphies qui montraient justement chaque festivité en Inde traditionnelle, donc la fête des couleurs, la fête de lumière. On a voulu vraiment montrer toutes nos traditions à travers de ces choréos-là. Et la comédie, c'est un peu mon histoire à travers des peuples frontières jusqu'à arriver à Bamako. Et donc on a essayé un peu de montrer toute cette histoire, mais en une façon comique pour que les gens s'amusent. La chorégraphie proposée à l'assistance raconte l'histoire d'une héroïne à travers des frontières et des peuples indiens, européens et africains. Ici, chaque séquence évoque une manière émouvante et dramatique cette aventure Indie-Africa dans un spectacle à la fois lyrique et poétique. Voir deux cultures de milliers de kilomètres se rencontrer sur un plateau au Mali, il faut le vivre. Il faut le vivre et c'était sublime. C'était très très bien, très coloré et puis un bon mélange. C'était vraiment bien, original. Le festival Mali-Inde, c'était donc 3 jours de musique, de danse, d'art visuel et gastronomique entre Maliens et Indiens vivant dans notre pays. Du sport à présent dans cette édition championnat national de Ligue 1, en football bien entendu. Fin hier de la deuxième journée avec 2 rencontres ici au stade Omnisport. Modibo Keïta, le Djoliba a battu le CS Douolonfla par le score de 2-1. Et juste après, la Real de Bamako a dominé l'AS Nyanan de Koulikoro par le score de 3-1. Résumé des 2 matchs avec Koumba Nyambele. Après le nul 0-0 lors de la première journée contre l'AS Police, l'AS Real de Bamako a obtenu ses 3 premiers points de la saison en s'imposant 3-1 devant le Nyanan. Dans cette opposition, c'est le Nyanan qui ouvre les hostilités à la 11e minute par Boubacar Diarra. 1-0 pour les visiteurs. Les protégés de l'entraîneur Noum Diané ne digèrent pas cet avantage de l'équipe adverse. Ils montent le pressing. 39e minute, Ibrahima Sidibé marque le but égalisateur de Scorpion sur un service de Christophe Diallo. 1-1, ce score mène à la pause. La seconde période verra une nette domination des Scorpions. Ils réussissent 2 autres buts aux 54e et 90e minutes par Makan Samabali et Christophe Diallo. 3-1 pour l'AS Real, c'est le résultat au terme de la rencontre. Lors de la 3e journée, le Nyanan joue contre l'AS Police et l'AS Real rencontre l'AS Bakaridjan. Auparavant, le premier match de la journée a vu la victoire 2-1 du Djoliba devant le CS Douolonfla. Les 2 formations se tiennent tête jusqu'à la 28e minute qui a vu l'ouverture du score par le Rouge de Bamako. Une réalisation de Teneman Diaye qui de la tête marque sur une balle arrêtée bien centrée par Abdoulaye Traoré. Ainsi, Teneman signe son retour dans le championnat malien après quelques années passées en Europe. 1-0 pour les Djoliba, score à la pause. De retour sur la pelouse, à la conclusion d'un mouvement d'ensemble, Abdoulaye Traoré met la balle au fond du filet. Nous sommes à la 60e minute. 2-0 pour les Djoliba. L'équipe de Douolonfla réagit à la 84e minute. Mahamadou Doumbia, désormais meilleur buteur avec 3 buts, réduit la marque pour son équipe. 2-1 pour le Djoliba. C'est d'ailleurs le résultat au terme de la rencontre. Lors de la prochaine journée, le Djoliba joue contre le centre Salif Keïta et le CS Douolonfla affronte le Mamaïra AC de Kati. La chronique santé de ce soir s'intéresse à la gestion au niveau de l'hôpital de ce que le développement social appelle les indigents. Derrière cette expression se cache une détresse. Les personnes qui, en cours de traitement, manquent de moyens financiers au Mali. L'État a mis sur place un dispositif pour prendre en charge ces cas, mais il existe des garde-fous puisque cette gestion implique hôpitaux, mairie, développement social. Reportage à Kaïdou, Idrissa Traoré, Ricky Sira, Emmanuel Dambélé. L'hôpital Foussénindao de Caille ont défini les indigents comme étant des personnes qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge et qui n'ont pas de parents pouvant subvenir à leurs besoins. De pareilles personnes, on en rencontre aujourd'hui dans presque tous les services sanitaires du Mali et ils peuvent être classés en 2 catégories. Les premiers cas, c'est les gens qui nous arrivent vraiment depuis l'arrivée, ils n'ont pas les moyens. Et eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de parents. Et on voit qu'effectivement, il n'a ni d'enfants, ni de grands frères, ni de parents proches qui puissent subvenir à ses besoins. Donc, dès l'arrivée, cette personne est indigente. Les seconds cas de figure, c'est les gens qui nous arrivent, qui ont les moyens au départ.
Donc ils arrivent à se prendre en charge sur le plan traitement, mais au cours du traitement, ils tombent dans l'indigence. Ce qu'ils avaient, c'est fini. Et ils n'ont plus personne pour subvenir à leurs besoins. La gestion de ces indigents est différente de celle des urgences qui, selon la loi hospitalière, doivent être gérées avant toute émission des factures. Au service social de l'hôpital de Caille, où la gestion des pareils cas sociaux est une activité quasi quotidienne, on se rappelle une servante abandonnée par son employeur à la maternité. Cette jeune fille avait quitté la zone d'orpaillage. Donc elle travaille avec une dame et au moment où elle devait accoucher, donc la dame l'a fait accompagner avec une vieille. Cette dernière est venue l'a amener, mais suite à une intervention césarienne, donc la dame elle n'a pas pu l'assister. Elle est partie, elle l'a laissée comme ça. Donc quand on nous a approchés pour nous informer de cette situation, donc nous l'avons géré. Tous ces besoins nécessaires, ça trouvait qu'elle n'avait qu'un seul pain, tous ces besoins nécessaires, sa prise en charge alimentaire, habillement, médicaments. Donc quand elle était guérie, elle était très contente. Donc au retour même, nous avons donné des transports. En 2013, les gratuités légales et les cas sociaux avaient coûté à l'hôpital régional de Caille plus de 3 300 000 francs CFA. Aujourd'hui, les choses fonctionnent mieux. Avant la mise en place de l'ANAM, la gestion de ces cas constituait un réel casse-tête. L'indigent qui arrive avec sa documentation nécessaire, c'est-à-dire avec les certificats d'indigence délivrés par les maires après enquête et réalisé par les services de développement social et de l'économie solidaire. Donc tout de suite, nous commençons la prise en charge de cet indigent. Le mécanisme de prise en charge, c'est que l'État doit payer les 65% de la prise en charge et la mairie les 35%. Donc aujourd'hui, aucun indigent n'est rejeté puisque sa mairie d'origine n'a pas payé ces 35%. Maintenant, le second cas de figure, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui nous arrivent, qui sont indigents, soit dès le départ, soit en cours de traitement, mais qui n'ont pas de certificat d'indigence. En ce moment, les RAMED également a vraiment facilité les choses. Nous appelons, nous les informons qu'il y a ces cas, et nous commençons la prise en charge et simultanément l'enquête est réalisée. Mais il faut souvent prouver que l'on est réellement indigent. C'est là que les enquêtes s'en mêlent avec souvent des issues incertaines, surtout quand les services sociaux de Caille doivent se mobiliser ou mobiliser leurs répondants de Sikasso pour enquêter sur l'indigence d'un patient originaire de Dandresso et récupérer moins de 20 000 francs CFA. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.